Bienvenue dans l'émission Choose Social TV, l'émission qui met en lumière les personnes qui ont décidé de mettre les individus au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Mathieu Mazière. Bonjour Mathieu, tu es directeur des études des mines de Paris. C'est ça. Bienvenue. Merci. Et merci encore d'être parmi nous. Et je suis aussi avec Victoire qui te posera une question, si tu veux bien, à la fin de notre interview. J'aimerais commencer peut-être par que tu nous dises qui tu es, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à diriger les études des mines? Alors, très bonne question. En fait, à la base, moi, je suis un enseignant-chercheur, donc professeur en mécanique. Enseignant-chercheur, ça veut dire moitié chercheur, moitié enseignant. Et assez tôt dans ma carrière, j'ai quand même beaucoup apprécié l'enseignement, justement, et le contact avec les élèves. Ce qui fait qu'il y a à peu près 5 ans, on m'a proposé de me rapprocher encore plus on va dire justement de tout ce qui concernait la vie des élèves, en prenant le poste de directeur des études, ce qui consiste à chapeauter l'ensemble de la maquette et du cursus ingénieur, mais indirectement également de traiter de questions de vie étudiante et puis d'expérience étudiante au sens large. Et c'est un poste hyper complet parce qu'en fait on peut parler mathématiques le matin et puis vérifier que quand ils organisent des soirées, tout va bien se passer l'après-midi, quoi. Donc c'est très vaste. Et tu étais chercheur dans quel domaine? J'étais chercheur en sciences et génie des matériaux, en mécanique numérique, en calcul de structure. Voilà. Et j'essaye d'en faire encore un petit peu, mais en fait c'est compliqué parce que il y a toujours des choses à faire avec les jeunes, donc quand il faut faire des arbitrages, il y a des choses qui passent avant. Bon, et les mines a participé donc à l'enquête Happy at School, a décroché d'ailleurs le label qui montre en fait la qualité de l'expérience de vie étudiante que vous proposez à vos élèves. En quoi les mines de Paris mettent l'étudiant au cœur de leur projet pédagogique. Pédagogique et extrascolaire aussi, enfin, c'est un tout, hein, mais il y a plusieurs éléments, mais entre autres, on a la chance d'être encore sur des promotions de taille plutôt réduite. On va avoir 130 élèves là en première année, on monte à 200 au maximum. C'est des tailles où on peut encore, on va dire, avoir une vraie relation et une vraie représentativité quand on va les interroger. Et du coup, on en profite au sens où on va impliquer énormément les élèves dans l'ensemble des décisions qui vont être prises, mais de manière vraiment dès le début. Enfin, je donne un exemple. Hein, quand on a refait la maquette il y a 3 ans, on a vraiment pris des élèves avec nous dans le groupe projet, mais pas juste en disant on vous montrera à la fin, vous nous donnerez un avis, quoi. C'est-à-dire, ils étaient là dès le début, ils ont fait des enquêtes sur les promotions précédentes, etc. Et c'est devenu un peu systématique dès qu'on prend une décision d'aller se faire accompagner par les élèves et les enseignants, hein, donc il y a un côté un peu... Donc ils co-construisent, vous êtes dans une co-construction, de parcours pédagogique. Un autre exemple, l'emploi du temps que je fais pour l'année suivante, systématiquement en fait, après avoir fait un premier round avec les professeurs, je vais demander au président du BDE de venir et de me dire si en termes d'organisation, il ne faudrait pas déplacer tel ou tel bloc parce que par exemple mettre des examens avant la semaine où il y a ou après, pardon, dans l'autre sens, mettre les examens après la semaine où ils ont prévu une grosse soirée, c'est pas très malin. Et les enseignants, ils ne le vivent pas comme une concurrence de leur propre expertise. Si les étudiants qui savent rien, puisqu'ils sont là d'ailleurs pour apprendre, se mettent à co-construire la pédagogie avec eux? Non, en fait, le but du jeu, c'est vraiment que chacun reste dans son rôle. Donc, c'est-à-dire, l'expertise, elle est clairement du côté des enseignants et il n'y aura pas de remise en cause. Par contre, la manière en fait dont on apporte les contenus pédagogiques et la façon dont on l'organise en fait d'une certaine manière, ça, ils sont preneurs au contraire d'avoir des retours d'élèves. Je suis toujours surpris par la façon dont les enseignants sont très contents d'avoir les retours des élèves quand ils sont constructifs. Et pour ça, c'est vrai que les systèmes d'enquête marchent bien, mais ce qui marche encore mieux, c'est qu'ils se parlent en fait, hein, vraiment. On a des réunions à la fin de chaque module en fait, qui sont des espèces de comités de revue, des unités d'enseignement, et dans lesquelles systématiquement il y a présence de 2 élèves qui vont venir porter le message de leurs camarades. C'est pas des délégués, mais c'est plus que ça en fait, puisque c'est sur une matière donnée où ils vont venir dire l'an prochain ça serait bien de faire comme ci, comme ça, ou ça c'était une super idée. Et ça, les enseignants, non, ça leur plaît d'avoir des retours pour s'améliorer. Et parce qu'en plus, tu me disais, la connaissance, elle est maintenant accessible par tout le monde, à n'importe quel moment, via les MOOC, les enseignements en ligne, etc. Donc l'enjeu n'est pas forcément d'amener la connaissance de manière brute à l'étudiant, mais plutôt de lui donner envie d'apprendre, de trouver chez lui les clés de sa propre motivation.
En fait, l'idée vraiment, c'est de se dire, ce qu'on cherche, c'est d'amener les élèves à un certain niveau de compétence dans une matière donnée. Il y a une infinité de moyens d'y arriver en fait, il y a une infinité de possibilités. Il y a des matières qui, il y a des systèmes de fonctionnement un peu traditionnels qui ont du mal à passer ou qui ont du mal, enfin, qui peuvent ne pas passer à cause justement d'un blocage de la part d'enseignants qui vont pas être au niveau, par exemple. Je- un cas qu'on a un peu symptomatique, c'est qu'on avait un problème avec les amphis, avec une désertion des cours en amphi. Dans ces cas-là, on s'est posé la question, mais pourquoi? Le rendre obligatoire en disant il y aura l'appel à l'entrée, c'est pas une bonne réponse pour moi, c'est pas une bonne réponse. Ce qu'il faut, c'est accompagner les enseignants pour que l'amphi soit d'une telle qualité et d'un contenu qui fait que les élèves aient envie de venir. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aider, accompagner, former les enseignants. Ou bien, il faut se dire, mais finalement, cette matière-là, ça n'a pas de sens de faire des amphis, on va directement passer à un format en mode projet dès le début. Donc le métier même d'enseignant, il est profondément bouleversé par cet environnement-là. Oui, mais il faut vraiment amener chacun à se poser la question, mais finalement, est-ce que ce que je fais est le meilleur moyen d'amener les élèves à acquérir les compétences en question? Individuellement, quand on leur pose la question, ils sont hyper ouverts à se poser ces questions-là et à trouver les bons leviers pour, dans leur discipline, encore une fois, essayer de s'améliorer. Mais il faut les aider, les accompagner. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Et vous les amenez sur le terrain aussi, vous leur faites réaliser des choses Alors, concrètes. après, voilà, il y a en plus de ça, on va dire, une espèce de vocation de l'école qui est de dire on aime énormément tout ce qui est travail main à la pâte, en fait. Je dis souvent learning by doing en anglais, en se disant il y a qu'en se confrontant au réel, en fait, qu'on voit toutes les difficultés. On peut faire des super études et des super rapports et des super prototypes sur le papier, mais tant qu'on l'a pas fabriqué et tant qu'on s'est pas confronté à la difficulté qu'on pourra avoir, en fait, ça compte pas presque, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pour ça qu'on cherche à vraiment les emmener sur le terrain. L'autre exemple, je vois, il y a des belles images de nature autour de nous. C'est pour tout ce qui est enseignement autour de l'environnement. Nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup les mettre sur le terrain. On a la chance d'avoir un centre de géologie, des sciences de la Terre et d'environnement qui a cette capacité-là à emmener les élèves voir justement la planète et casser du caillou, comme on dit en rigolant. Ça déjà, vous étiez sur la partie environnementale. L'école des mines. Déjà, les débuts des années 2000, même avant, vous avez déjà pris le virage, ou en tout cas intégré ces enjeux-là. C'est ça. L'école des mines, à la base, c'est une école qui fait des mines, quoi. Donc, qui va justement, qui connaît bien la planète, qui connaît bien la Terre. Des mines, donc du charbon. Ouais, à la base, c'était charbon, acier et minerais divers et variés, quand il y en avait encore en France. Au 19e siècle, la vocation, c'était de former les managers qui allaient diriger ou gérer les mines. Ça peut opérer une très grande transition sur l'activité minière. C'est ça, c'est qu'en fait, de plus en plus, il a fallu s'intéresser aux machines qui étaient utilisées dans les mines, et puis à la gestion humaine, en fait, tout ce qui était ressources humaines. Il y avait des cours de ressources humaines, on a vu dans les archives en 1860 déjà à l'école. C'est hyper ancien, en fait, quand on y pense. Il se posait déjà des questions sur comment encadrer les personnes et tout. Je trouve qu'il y a toujours eu cette vocation, en plus de s'ouvrir un peu plus large, mais maintenant qu'il y a plus de mines, de toute façon, en France du moins, et il y a beaucoup moins de travail dans le secteur minier, ça fait déjà une centaine d'années que l'école, elle s'est redirigée vers d'autres thématiques. Donc très en avance sur la partie environnementale. Connaissance de la planète. C'est ça. Et il se trouve que ça tombe bien parce que début des années 2000, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur des laboratoires et des intervenants extérieurs pour mettre déjà dans le cursus et dans la maquette énormément de choses relatives à l'environnement, aux problèmes d'énergie et de changement climatique. Et là, en préparant l'émission, tu me disais, maintenant ce qui est important, c'est oui, les étudiants sont sensibles à la partie environnementale, c'est indiscutable. Il faut intégrer la partie sociale dans un tout et que nos étudiants pensent la RSE comme un système, en fait. En fait, c'est que les problèmes sont très complexes et sont multidisciplinaires et les réponses doivent être systémiques, comme on dit. Donc, c'est-à-dire prendre en compte. Problème environnemental crée un problème social et inversement. Il faut coupler les deux pour apporter les bonnes réponses. C'est ce que je racontais. Le principe de la taxe carbone, elle était excellente. Simplement, portée à ce moment-là, à cet endroit-là, en fait, ça a donné des Gilets jaunes. Ça a donné la crise des Gilets jaunes. Mais la réponse économiquement et environnementalement, c'est la réponse parfaite. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous faites chercher vos étudiants sur des sujets environnementaux
Mais avec une composante sociale, vous l'intégrez dans leur réflexion? Voilà, on leur donne en première, en deuxième année les différents éléments. C'est quoi le problème du changement climatique? C'est quoi l'économie aujourd'hui? C'est quoi l'énergie? Quelles sont les ressources, les leviers, les axes de développement? C'est quoi la sociologie, l'acceptation sociologique? Donc il y a tous ces cours-là un peu par briques. Et petit à petit, ils vont comme ça apprendre plein de choses. Et en troisième année, on les met ensemble pour travailler sur, de manière finalement... comment dire, en utilisant l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir apporter des réponses à ces problématiques. Mais ça peut s'appliquer à d'autres problèmes, des problèmes de santé, des problèmes de société au sens large, mais pour lesquels, en fait, à la base, il y a des problèmes technico-économiques et auxquels on vient adjoindre des composantes sociales. Okay. Victoire, est-ce que tu as une question, je crois, à poser à Mathieu? Mathieu, on entend souvent que les ingénieurs ont la réputation de ne pas être de bons managers, en tout cas parfois pas suffisamment dotés d'une bonne intelligence émotionnelle, de certaines soft skills. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que vous sensibilisez un peu vos étudiants à ça? Alors, si on essaie de les sensibiliser, oui, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on doit apporter durant le cursus en termes comportemental pour en faire des belles personnes à la fin. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est extrêmement dur de former au management. Je sais enseigner les maths, je sais enseigner des compétences de type scientifique, technique, économique. À la limite, ça, je visualise bien quels sont les bons leviers. Enseigner à des populations hyper diverses, parce qu'ils ont tous des personnalités différentes, et garantir qu'ils vont atteindre un niveau de compétence que déjà on a du mal à définir, c'est quoi un bon manager, c'est très compliqué. Donc on se pose beaucoup de questions là-dessus, et surtout on a l'impression que les bonnes clés de lecture et les bons leviers pour pouvoir développer une vraie sensibilité, une vraie écoute de l'autre, une vraie intelligence émotionnelle, en fait, ça peut passer par des choses très diverses. Par exemple, pour l'instant, ce qu'on met en place, c'est des cours de théâtre pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître l'autre. On va se dire, oui, mais quel est le rapport? Mais en fait, c'est une clé, c'est une clé importante, parce que ce qu'on a remarqué qui était important surtout, c'est que on pouvait très facilement mal faire. En essayant, j'en parlais l'autre jour là, en essayant de faire des formés au management, on va se retrouver avec des clones en fait qui auront détruit leur propre personnalité. Or, c'est pas le cas. Un bon manager, il peut être timide, il peut être exubérant, d'accord? La question, c'est plutôt comment il va se comporter avec les autres pour faire du bien et pas être néfaste en fait vis-à-vis de ses équipes, de son entourage, de sa hiérarchie, etc. Et donc, plus que des managers, c'est des belles personnes qu'on essaie de former. Donc si mon manager sort des mines, j'ai quel type de manager en face de moi? Il y a un schéma, il y a des caractéristiques communes? Là, à l'heure actuelle... Ils dirigent. Les ingénieurs que vous formez sont amenés à diriger des personnes. Alors, le problème, c'est... moi, ceux que j'ai formés, ils dirigeront dans 20 ans. Donc, il faudra qu'on reprenne un rendez-vous, parce que... Alors, ils dirigeront comment dans 20 ans? Ils dirigeront dans 20 ans. Moi, j'espère, s'ils ont gardé les codes qu'on essaye de leur enseigner là depuis 5 ans, ça donc qu'ils dirigeront en essayant de faire vraiment très attention à tout l'écosystème qui les entoure et à tout l'écosystème humain qui les entoure, toutes les personnes qui sont autour d'eux. On leur parle beaucoup de bienveillance et on leur montre l'exemple aussi à ce niveau-là. En essayant entre nous dans les équipes de l'être, en essayant de l'être avec eux et en leur demandant surtout en fait, d'éviter d'être, comment dire, souvent dans le comportement humain on va se retrouver à être méchant mais sans savoir pourquoi. Enfin, il y a un excellent livre qui s'appelle Le Petit Traité de la stupidité humaine que je conseille à tout le monde. En fait, on se retrouve avec des gens qui vont faire une action qui est pas profitable pour eux et qui est néfaste pour quelqu'un d'autre. Ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ce qu'on appelle l'idiot ultime dans ce livre. Et en fait, pour moi, c'est surtout éviter d'avoir des gens qui se comportent comme ça. À la limite, qu'ils soient de l'autre côté de la barrière complètement, que ça leur serve ou pas, je sais pas, mais qu'ils fassent des actions qui fassent du bien aux autres. Merci beaucoup. Mathieu, c'est passé Merci vite. À vous. Bah oui, comme ça fait 15 minutes qu'on est ensemble. Merci mille fois d'être venu et ravi d'avoir fait ta connaissance. Merci Victoire. Au plaisir. Et bonne journée à tout le monde.